Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un coup dur pour des professionnels de la santé au Cameroun. La polyclinique Marie-O a été mise sous scellé en plein cœur de la ville de Douala, accusée de violation de la réglementation en vigueur et atteinte à la morale publique. Le promoteur de cette polyclinique, le docteur Roger Ngoula, et d'autres médecins dénoncent sous cape des méthodes iniques, exposant les tares du système de santé au Cameroun et causant de graves préjudices aux promoteurs de cette polyclinique et d'autres médecins qui se retrouvent en chômage. Vous suivrez dans ce journal la réaction d'un parlementaire, le député Jean-Michel Nitieux, qui critique l'attitude et la démarche du ministre de la Santé publique. 7 mois après le grand dialogue national au Cameroun, la recherche d'une paix définitive dans les régions en guerre se joue désormais sur la scène internationale. Après l'appel du pape François et du secrétaire général des Nations Unies, c'est la présidente de la Confédération suisse qui s'est entretenue avec le chef de l'État, entretien téléphonique au cours duquel elle a réitéré l'engagement suisse à trouver des solutions pour la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Évocation d'un entretien au sommet de l'État, entretien téléphonique, les différents axes des interventions et de cet entretien, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cette grogne des agents communautaires de santé dans la région de l'Ouest, engagés dans la campagne de lutte contre la pandémie du coronavirus, ils se plaignent de ne pas avoir perçu leur prime depuis plusieurs semaines. Ils dénoncent la discrimination dans le traitement salarial et les conditions de travail intenables dans la région de l'Ouest. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Depuis ce matin, ça sonne dans la salle de veille de la délégation régionale de la santé publique pour l'Ouest. Mais personne pour répondre au téléphone. Les occupants de ces lieux sont aux abois. Il n'y a plus le travail LGI. Il n'y a plus le travail LGI. Ils sont les volontaires engagés dans le système de gestion des patients du Covid-19. Nous sommes là pour réclamer notre paiement. Oui, au départ, on nous a dit que c'était le volontariat qu'on faisait ici. Ça fait 2 semaines qu'on attend et on ne voit toujours pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là et nous avons décidé de ne pas travailler. Évoquant les conditions de travail assez difficiles dans lesquelles ils exercent depuis plus de 50 jours, ces manifestants déplorent en plus de cela le système de gestion de 2 poids 2 mesures qui est observé dans la chaîne d'intervention qui, selon eux, est censée être nationale avec les mêmes réalités. Je suis venu ici en tant que volontaire, comme au départ le délégué l'a si bien dit. Mais au fur et à mesure que le jour passe, les problèmes ne font que s'aggraver. Nous sortons chez nous très tôt et nous rentrons très tard. Il y a des fois on ne rentre même pas. C'est nous qui courons des risques sur le terrain et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Or, nos encadreurs même, ils ne nous soutiennent pas, ils ne nous encouragent pas dans ce qu'on fait. Réclamant de ce fait leur dû qui n'arrive qu'en compte-gouttes, quand bien même ce n'est pas totalement absent. Lorsque le travail ici a commencé, on donnait 5 000. 2 jours après, on donnait 1 500. Lorsqu'on a voulu soulever la tête, on nous est monté à 2 000. Ça fait 2 semaines. Maintenant, on ne trouve même plus où est l'argent. Tantôt, on dit qu'on va couper même les 2 000 qu'on nous donnait et on ne voit même pas le reste. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont venus du quartier pour aider n'ont rien. On nous a dit qu'on devait nous donner 10 000 jours. Et depuis, nous sommes... et fait le rappel, les 2 000 qu'on nous donnait, les 1 500 qu'on nous donnait, on devait couper sur les 10 000 là et nous donner le reliquat. Donc jusqu'ici, là, on attend toujours et toujours. On n'a toujours rien. Après la lettre adressée en date du 5 mai dernier au délégué régional de la santé, ces membres du SGI ont finalement mis en exécution le préavis de grève. Rendu à la délégation régionale de la santé, le maître des séances est absent. Joint au téléphone, il fera savoir que les tractations sont en cours en vue de régulariser la situation. Évoquons à présent cette scène vécue en plein cœur du centre-ville de Douala. La pose des scellés sur la polyclinique Marie-O, située à Bali, dans le 1er arrondissement de Douala. Le ministre de la Santé publique l'a exigé. Mandaouda Malaché reproche aux promoteurs de cette polyclinique
de la violation de la réglementation en vigueur et l'atteinte à la morale publique. Le promoteur, le docteur Roger Ngoula et d'autres médecins dénoncent sous cap des méthodes iniques causant de graves préjudices à ce système de santé camerounais, mais également à cette structure hospitalière privée dont de nombreux médecins et autres personnels soignants sont désormais en chômage. Le récit des faits dans ce reportage que signent Steve Eboulet, Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. 24 heures après la décision du ministre de la Santé publique de fermer la polyclinique Marie-O, le préfet du département du Vouri exécute cette décision en supervisant personnellement la pose des scellés. Il est reproché à cette polyclinique d'avoir admis en soins des malades atteints de coronavirus alors qu'elle ne figure pas parmi les hôpitaux et centres référentiels retenus par le gouvernement à cet effet. Vous savez, nous on est là pour exécuter les instructions. Et c'est à cet effet que je suis donc venu ici pour appliquer cet arrêté-là, pour exécuter l'arrêté. Il y a d'autres aussi, d'autres formations sanitaires qui continuent de prendre des patients atteints du Covid-19 et je dirais qu'ils les prennent dans la clandestinité. Et je pense que d'ici quelques jours, vous aurez encore d'autres décisions par rapport à ces centres-là. D'ailleurs, les responsables se connaissent. Les patients ont été évacués dans les autres formations sanitaires. Il s'agit ainsi d'une vingtaine de patients environ hospitalisés à la polyclinique Marie-O qui ont été évacués vers d'autres formations sanitaires. Aucune précision pour savoir si parmi eux, il y en a qui sont atteints de Covid-19. Face à la situation, le propriétaire de la polyclinique Marie-O, le docteur Roger Ngoula, convoque son attitude républicaine. Vous voyez que je suis très serein. À situation exceptionnelle, la pandémie du coronavirus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il doit donc arriver forcément des choses un peu exceptionnelles. Je n'en veux à personne. L'autorité de tutelle, le ministre de la Santé, a pris un acte. Il a demandé à monsieur le préfet du Vouri de fermer la polyclinique Marie-O pour des faits qui lui sont supposément attribués. Républicain, je ne m'oppose pas à la décision de l'autorité et j'accepte. Raison pour laquelle d'ailleurs vous avez vu que quand monsieur le préfet est arrivé, la clinique était complètement vide parce que j'ai assuré mon service de médecin du début jusqu'à la fin et j'ai veillé à ce que tous mes patients soient transférés dans des cliniques référencées de la ville de Douala. Alors que la polémique enfle sur le coût des prestations sanitaires à la polyclinique Marie-O, notamment en rapport avec une facture de 14 millions de francs CFA pour les soins d'un patient de nationalité libanaise, le docteur Roger Ngoula, pour sa part, salue l'expertise des médecins camerounais. Je ne vais pas citer son nom parce que je suis tenu par le secret médical. Je peux vous assurer que ce monsieur de nationalité libanaise va bien. Il n'est pas atteint du Covid-19 et il vient d'être transféré à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. La famille libanaise, les autorités libanaises, le consulat a payé l'entièreté de sa facture. Ils sont satisfaits de la qualité des soins. C'est pour moi l'occasion de dire ici que la médecine camerounaise est de très bon niveau. Parce que s'il n'y avait pas eu les aéroports fermés, cet expatrié aurait été rapatrié dans son pays sous prétexte qu'on ne peut pas soigner. Donc je dis bravo à l'équipe médicale de ma polyclinique. Je dis bravo aux médecins du secteur public qui, avec moi, ont essayé de trouver des solutions. Sur le décès lundi d'un patient atteint de coronavirus à la polyclinique Marie-O et la contestation de la famille, arguant le contraire, le docteur Roger Ngoula affirme que la famille a choisi de manifester parce que la polyclinique a refusé d'être corrompue en signant un faux certificat de genre de mort qui aurait permis à la famille d'inhumer le défunt là où bon lui semble, s'exposant ainsi au risque de contamination. Le syndicat national des médecins du Cameroun, pour sa part, condamne le non-respect des procédures dans la fermeture de la polyclinique Marie-O. Autre réaction, c'est celle du député SDF Jean-Michel Nitieux qui s'oppose fermement à la décision de fermeture de cette formation sanitaire privée. Il dit non à la fermeture dans un communiqué. Il s'agit, selon Jean-Michel Nitieux, d'une forfaiture inconséquente au moment où le gouvernement prétend pourtant faire le maximum pour la mobilisation nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette décision de fermeture inexplicable doit être rapidement levée, s'exprime ainsi Jean-Michel Nitieux. C'est une injustice, un coup dur qui met à mal l'offre hospitalière ainsi que l'emploi dans un contexte actuel, sachant que l'offre hospitalière est déficitaire au Cameroun, avec un médecin pour près de 10 000 habitants. Avec la survenue de la pandémie du coronavirus,
Jean-Michel Nitieux estime que la situation en termes de prise en charge des patients est encore plus fragile et ce sont une quinzaine, voire une vingtaine de médecins, spécialistes, infirmiers, stagiaires et autres personnels paramédical et des appareils médicaux de cette clinique qui vont être durement impactés. Fort de ce constat, le député Jean-Michel Nitieux estime que le ministre de la Santé publique vient d'engager la responsabilité de l'État dans l'aggravation du déficit de l'offre hospitalière au Cameroun, dans la ville de Douala et partant dans tout le pays. Plus grave, fait savoir Jean-Michel Nitieux, la déontologie impose pourtant au ministre de la Santé publique de saisir l'ordre des médecins en cas de problème concernant un de ses membres et la décision doit être prise après avis de la corporation pour n'avoir pas au préalable entendu la réaction de l'Ordre des médecins du Cameroun relative à cette affaire et pour n'avoir manifesté aucune volonté de se renseigner auprès de son collaborateur, le délégué régional de la santé publique pour le littoral, le docteur Manaouda Malaché, a agi de façon cavalière, précise le député Jean-Michel Nitieux, qui note que ces multiples manquements graves dénotent une irresponsabilité et qu'il appelle à la démission de ce ministre, dont il note la légèreté et surtout son manque d'humanisme. Le docteur Manaouda Malaché n'est pas à sa place, s'indigne ainsi le député Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF pour le littoral. Précisons que le docteur Manaouda Malaché, dans un tweet, a fait savoir que cette formation hospitalière privée a déjà été épinglée pour plusieurs autres cas. Il a cité une facture de près de 6 millions de francs CFA concernant une hospitalisation à la polyclinique Marie-O et une demande d'explication qui n'a pas reçu de réponse plus de 3 jours après, raison pour laquelle le ministre de la Santé publique, dit-il, a exigé la fermeture de cette polyclinique Marie-O située en plein cœur du centre-ville de Douala. Évoquons à présent le respect des mesures barrières dans la capitale économique du Cameroun, notamment dans les salons de coiffure qui sont des lieux très fréquentés dans la ville de Douala. Vous allez le voir dans ce reportage, très peu de salons de coiffure respectent les règles d'hygiène de base et les mesures barrières. Les femmes qui s'y rendent ne portent pas de masque, aucune mesure n'est prise pour procéder au lavage des mains avec le savon. Quelques-uns qui respectent cette mesure évoquent le coût élevé sur leur charge. Des précisions dans ce reportage de François Dikoumen et Isabelle Carole Zoupet. Par ces temps où la propagation du Covid-19 sévit au Cameroun, certains instituts de beauté et salons de coiffure de la ville de Douala observent avec rigueur un minimum des mesures barrières en ces moments de relâchement depuis l'allègement des prescriptions gouvernementales. Dans quelques-uns de ces espaces de beauté que nous parcourons au quartier Aqua, le lavage des mains pour tous les clients est le préalable avant tout contact. On leur demande d'enlever leurs chaussures parce que nous on est un institut de beauté, on aimerait respecter les mesures d'hygiène vraiment au maximum. On leur donne des sandales désinfectées. Donc nous gardons notre masque, mais la cliente enlève son masque uniquement en cabine pour le soin visage ou bien juste le temps de l'épilation du menton. Nous quittons ces établissements isolés, cap sur le marché central de Douala, précisément au carrefour Anatole. C'est le lieu par excellence de l'activité de coiffure et soins esthétiques. Ici, pas un seul point de lavage des mains, encore moins le respect du port de masque de protection. La principale raison avancée, le manque de moyens financiers. C'est vraiment difficile. Parce qu'en ce qui concerne les mesures barrières, s'il faut les respecter, il faut de l'argent et il n'y a même pas d'accompagnement gouvernemental. Donc tu vas acheter un gel douche peut-être à 2500, tu utilises 3 jours, c'est déjà fini. Tu ne gagnes même rien. Donc du coup c'est difficile vraiment. On ne peut pas laisser de chercher ce qu'on va manger parce qu'on est en train d'acheter peut-être un gel douche ou quoi que ce soit. C'est vraiment difficile. Non, nous on n'a pas de l'argent parce qu'il n'y a pas d'activité. On va prendre l'argent où? Il n'y a pas d'activité. Si l'État voulait notre bien, il devait sortir les masques et dispatcher aux Camerounais. Quelque chose d'aussi simple. Le secteur coiffure du marché central de Douala n'est pas le seul espace où les mesures barrières sont presque bafouées. Le même constat est fait dans bien d'autres espaces marchands. Le coronavirus semble ne pas faire peur en ces lieux. Au regard de la panique qui est observée dans certaines prisons du Cameroun, le PNUD a décidé d'offrir du matériel anti-Covid. Ce matériel a été offert à la Commission des droits de l'homme afin qu'elle procède à la distribution dans les différentes prisons les plus sensibles. D'autres détails avec Joël Essenge et Guy Zogo.
Du matériel anti-Covid-19 pour les prisons. C'est le don qui vient d'être fait à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à Yaoundé. Ces équipements sont composés de 18 800 cache-nez, 275 dispositifs de lavage de mains, 9 400 détergents, 315 cartons de savon, de combinaisons de protection, 3 500 gants en latex et 9 400 gels hydroalcooliques, 4 720 bouteilles de javel, 41 pulvérisateurs à dos, des sacs de chlore et des thermoflash. Destinés pour un début aux prisons situées dans 5 régions, à savoir le centre, le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest et l'extrême nord, le PNUD n'exclut pas d'étendre son action dans les autres prisons. Ces équipements sont destinés au centre de détention de 5 régions. Avec le temps, nous allons voir comment aussi doter les autres régions si possible. Cette initiative, elle s'inscrit dans le cadre de notre mandat, de notre mission au niveau du PNUD des Nations Unies, qui est la promotion des droits humains. Pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ce don fait à sa demande est l'expression de son attachement à la défense des droits humains, surtout dans les milieux carcéraux. Le don que le PNUD vient de remettre à la Commission des droits de l'homme participe de la concrétisation de l'engagement de la Commission des droits de l'homme en faveur des personnes privées de liberté. L'un de ces domaines d'excellence est le contrôle des conditions des personnes privées de liberté et l'appui aux lieux de détention. Quant au Conseil national de la jeunesse, il espère que cette initiative contribuera à prémunir les jeunes incarcérés contre le Covid-19. J'ose espérer que les jeunes qui sont présents dans ces prisons-là pourront faire bon usage. Ce programme de partenariat va permettre qu'on les sensibilise davantage sur les méthodologies de prévention dans le cadre de cette riposte contre la pandémie du coronavirus. Un apport du PNUD qui pourra peut-être contribuer à faire tomber la peur du Covid-19 dans les prisons, comme c'est actuellement le cas au Cameroun. Et la situation sanitaire sur le continent africain, c'est une surprise. Le Burundi qui demande l'expulsion, qui ordonne l'expulsion des responsables de l'OMS, pourtant conseillers du gouvernement burundais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les raisons officielles ne sont pas connues. Pour autant, l'OMS, qui a critiqué la gestion de la crise sanitaire, n'a pas eu des réponses favorables de la part du gouvernement burundais et dans d'autres pays africains. Des mesures sont prises pour faire face à l'impact du déconfinement progressif et les risques élevés de propagation du coronavirus dans d'autres localités. Évocation avec Nadine Yambou. Les tensions diplomatiques entre le Burundi et l'Organisation mondiale de la santé ont pris une nouvelle tournure depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus dans ce pays. Le gouvernement burundais n'est pas allé de main morte en ordonnant l'expulsion du représentant de l'OMS et 3 de ses collaborateurs sur son territoire. Déclaré désormais persona non grata, le docteur Walter Kazadi Mulombo et son équipe devront quitter le pays au plus tard ce vendredi 15 mai 2020, comme l'indique cette note verbale du ministère des Affaires étrangères du Burundi. Si les raisons de cette expulsion ne sont pas clairement évoquées, des sources font savoir que Bujumbura n'aurait pas apprécié les récentes positions de cette organisation sur sa gestion de cette crise sanitaire, dénonçant une émission dans les affaires internes. Il y a de cela un mois, ces mêmes fonctionnaires avaient échappé de peu à une expulsion pour les mêmes causes. L'OMS avait recommandé une multiplication des centres de dépistage, la formation des biologistes débordés par le nombre sans cesse croissant de cas de coronavirus et une plus grande collaboration entre les deux parties. Ces exigences de l'instance suprême de la santé n'ont pas reçu un écho favorable auprès des autorités burundaises. Ce geste du Burundi intervient à une seule
semaine du triple scrutin, dont de la présidentielle, prévue le 20 mai prochain. Alors que les recherches s'intensifient dans les laboratoires pour trouver un vaccin contre le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé redoute une résistance au virus. Lors d'une réunion d'information à Genève, le directeur des urgences de l'institution a déclaré, je cite, « Ce virus pourrait devenir un virus endémique de plus dans nos communautés et pourrait ne jamais disparaître. » Soutenant cette idée, il fait allusion au VIH-Sida qui n'a jamais disparu mais vaincu. Encore moins la rougeole, pourtant les vaccins sont disponibles. L'OMS appelle de ce fait à la vigilance et à la contribution de tous pour stopper la progression de cette maladie dans le monde. Et malgré ces mises en garde de l'OMS, l'île Maurice se réjouit de n'avoir enregistré aucun cas actif de nouveau coronavirus dans le pays depuis 17 jours déjà, estimant avoir gagné une première bataille face à la maladie. Le gouvernement salue le comportement des populations, elles qui ont pris la pleine mesure de la situation en respectant les mesures barrières. Le confinement en vigueur dans le pays reste prolongé jusqu'au 1er juin 2020. Mais d'ici le 15 mai, certaines activités telles que les commerces pourront reprendre. Les rassemblements religieux et politiques sont interdits. Cet archipel de l'océan Indien avait été au départ sévèrement touché en Afrique avec 322 cas et 10 décès en 6 semaines. La justice a ouvert une enquête sur l'appel à la générosité publique lancé par les responsables de l'initiative Survie Cameroun. Dans le cadre de l'enquête, le trésorier national du MRC a été convoqué à la police judiciaire à Yaoundé après son audition tenue ce jour. Alain Fogué en est ressorti libre. Ses avocats ont révélé les charges qui pèsent sur leurs clients. Selon son conseil, il s'agit de suspicion de blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie et collecte illicite des fonds, financement de la résistance aux institutions de la République. Maître Emmanuel Sim estime que tous ces points soulevés lors de l'audition de Alain Fogué ne renvoient à aucune infraction existante dans le code pénal. Selon l'avocat du trésorier national du MRC, l'initiative Suivi Cameroun n'a commis aucun crime. Notons que demain, vendredi, Christian Penda Ekoka, président du comité de gestion de cette initiative, doit lui aussi être auditionné à la police judiciaire à Yaoundé. Pendant ce temps, 6 autres humanitaires bénévoles ont été arrêtés durant la distribution des masques et gels hydroalcooliques alors qu'ils sont accusés, eux, de rébellion. Human Rights Watch considère que cette arrestation de 6 bénévoles met en évidence la volonté du gouvernement camerounais de réprimer tout effort entrepris par l'opposition, alimentant ainsi les divisions politiques. Selon Human Rights Watch, distribuer des masques gratuits à ceux qui en ont besoin, ce n'est pas de la rébellion et ça ne devrait certainement pas conduire à des incarcérations. Mais pour le gouvernement, il dénonce l'initiative lancée par Maurice Kamto qui, à ses yeux, viole les lois en vigueur au Cameroun. Évoquons à présent cette volonté du gouvernement d'aller vers la reconstruction des régions du nord-ouest et sud-ouest. Pourtant, la paix n'est toujours pas de retour dans plusieurs villes des régions anglophones. L'initiative mise en place par le chef de l'État fait le point sur les 9 milliards annoncés et qui doivent être débloqués pour la reconstruction de ces 2 régions meurtries par 3 ans et demi de guerre fratricide. Des précisions dans ce reportage que signe Gizogo. La première réunion du comité de pilotage pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest vient de se tenir à Yaoundé au premier ministère. Avec un budget de 36 milliards, cette instance annonce la mise en œuvre de son action en 3 composantes, à savoir la sensibilisation, la reconstruction des infrastructures de base et le relèvement économique. D'emblée, son coordonnateur rejette l'idée que ce plan de reconstruction ne puisse se déployer qu'avec la fin de la crise. Il n'est pas dit que le plan ne peut se déployer qu'à la fin de la crise. Le plan est une étape pour obtenir la paix totale. Donc l'objectif du plan, c'est d'arriver à une situation de non-crise, ou si vous voulez, une situation de paix. En ce sens, les premières actions sont annoncées avec un accent sur la sensibilisation des bénéficiaires de cette opération. Nous allons nous focaliser pendant la première année à préparer les bénéficiaires du plan, à accueillir le plan. C'est la question pour nous, dans un premier temps, de procéder à des sensibilisations intenses
des bénéficiaires du plan. Il s'agirait pour nous d'accompagner les organisations civiles de base afin qu'ils comprennent exactement comment le plan se déroulera. À cela vont s'ajouter, selon Paul Tasson, l'accompagnement pour parvenir à la paix et le début de la restauration des habitations. Nous comptons accompagner ces organisations avec un certain nombre d'ateliers sur comment procéder à reconquérir la paix. Nous comptons, pendant cette première année, démarrer la construction des habitations. Dans ce plan d'action, il est également question de la réhabilitation des infrastructures de base. Pour ce qui est des infrastructures de base, nous allons commencer la réhabilitation des écoles, des centres de santé, des routes, la reconstruction des ponts, bien entendu la réhabilitation des points d'eau et le rétablissement des lignes d'électricité qui ont été détruites. Un dernier volet, enfin, s'articulera sur le relèvement économique. À ce sujet, il est annoncé la reconstruction des marchés et la mise à disposition des intrants agricoles pour la réhabilitation des plantations abandonnées. Parmi les résolutions du Grand Dialogue National tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, figurait la question de la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à un conflit armé depuis 2017. Entre les citoyens. 7 mois après ce fameux grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun, la recherche d'une paix définitive dans les régions anglophones se joue désormais sur la scène internationale. Après l'appel du pape François et du secrétaire général des Nations Unies pour un accord de paix dans ces régions anglophones, c'est la présidente de la Confédération suisse, Simonetta Sommaruga, qui a réitéré à Paul Biya l'engagement de son pays, la Suisse, à trouver des solutions afin que cessent les hostilités dans les régions du nord-ouest et sud-ouest au Cameroun. Sur son compte Twitter, elle se félicite d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec le président camerounais. Les deux personnalités ont également évoqué la coopération sanitaire et humanitaire au Cameroun. Et où en est-on avec l'unité nationale? À une semaine de la célébration de cette unité, les Camerounais ont un autre regard sur la cohésion nationale et cette unité fragilisée par 3 ans et demi de guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, des crises post-électorales et des bras de fer entre leaders politiques sur fond de tribalisation du débat sur la scène publique, des Camerounais ordinaires qui posent un regard sur cette unité nationale tout en évoquant cet art et expriment leur espoir dans ce reportage que signe Kediara. De la date historique de célébration de la fête de l'unité nationale, on s'interroge sur le sens véritable de celle-ci dans un écosystème où l'unité est mise en mal. Je ne sais pas comment vous expliquer parce qu'il n'y a pas le défilé de 20 mai et c'est ça l'unité nationale. Si pour d'aucuns, l'unité nationale ne se résume qu'à la parade du 20 mai et les festivités qui existent tout autour, d'autres plus avertis, y voient la mise en commun d'un peuple qui milite pour l'intérêt général. Pour nous, l'unité nationale, c'est la cohésion sociale, vivre ensemble, aider la population camerounaise, faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise chez lui. L'unité nationale suppose que tous les Camerounais doivent s'unir et regarder dans une même direction. Alors, question. Peut-on encore parler d'unité nationale au Cameroun? Non, il n'y a pas d'unité nationale au Cameroun. Tel que les choses se passent, on dirait qu'il n'y a plus d'unité nationale. Aujourd'hui, cette unité nationale est mise à rude épreuve. Selon ces citoyens, de nombreux éléments tendent à nuire à l'existence véritable de l'unité nationale et même du sentiment d'appartenance des uns et des autres au Cameroun, terre de nos ancêtres. Le président lui-même dort à Volmecan. Lui croit que nous on fait comment? Et on va penser qu'il y a l'unité nationale au Cameroun. En ce moment, il y a la guerre dans le nord-ouest-sud-ouest. Et qui fait qu'aujourd'hui, tous les Camerounais ne réfléchissent pas de la même façon et ne regardent pas dans la même direction. Il y a trop de tribalisme dans le propos des uns et des autres, ce qui n'est pas bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus Camerounais que des autres. Il y a des gens qui sont plus patriotes, c'est ce que j'aurais même dû dire. Ils croient qu'ils sont plus patriotes que la plupart des Camerounais. Même si le tableau ainsi peint
est d'une noirceur affligeante, il relativise en énumérant des actions à poser désormais pour le retour de l'unité nationale au Cameroun. D'éviter de cibler les gens inutilement, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire, c'est de faire en sorte que le Camerounais, du nord au sud ou de l'est à l'ouest, soit fier d'être dans le territoire camerounais. Qu'il ne soit pas lésé pour un motif ou pour un autre. À ces dernières, il faut rajouter la résolution des différentes crises qui perdurent et donc fragilisent le sentiment d'appartenance, la répartition équitable de ce que beaucoup appellent le gâteau national, mais surtout la réduction de la fracture sociale qui éloigne le Camerounais lambda de son frère. Évoquons à présent les employés du MAT Génie à l'école de l'éducation ouvrière et la pratique syndicale. Un séminaire de formation vient de se tenir à Douala pour outiller le personnel de l'agence commerciale MAT Génie du littoral. Une session de renforcement des capacités des syndicats qui fait suite à une grève pour réclamation de plusieurs mois d'arrêt de salaire. Reportage Jean-Paul Chouniat. À l'issue de la grève du 27 avril dernier, à l'agence commerciale MAT Génie du littoral, le top management de l'entreprise et le préfet du Vouri viennent mettre les points sur les i avec des employés grévistes qui entendaient par ce mouvement d'humeur réclamer des mois d'arriérés de salaire. Ce piquet de grève a été planté ici le 27 avril à 9 h, alors que les employés, les délégués du personnel et les représentants de la direction générale avaient rendez-vous à 11 h 30 chez le délégué du travail. Selon la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, ces employés ont agi dans l'ignorance de la loi. Constat qui a inspiré la direction générale du MAT Génie à organiser un séminaire de formation du personnel de l'agence commerciale de Douala en études ouvrières et pratiques syndicales. They have to reclaim their rights, but we have to educate them to follow the right procedures. We have to implant social dialogue within the company, because when there is social dialogue between the workers and the top management, we can at least come to a consensus to see that some of these problems are being handled at the level of the company. Présidé par le préfet du Vouri, l'autorité administrative a appelé ses employés à plus de responsabilités dans leurs revendications. Il ne faut pas toujours penser que d'un côté il y a les dirigeants et de l'autre les ouvriers qui eux subissent. Non, nous sommes ici dans un cadre de collaboration. À travers ce séminaire, les employés vont recevoir des informations qui doit faire en sorte que le MAT Génie se porte bien. Produisant 50 millions de francs CFA de recettes contre une charge salariale de 126 millions de francs CFA mensuels, le top management du MAT Génie dénonce des détournements de recettes et prestations diverses au sein de cette agence commerciale du MAT Génie littoral. Est-ce qu'on peut me dire que les congrégations religieuses qui de manière régulière organisent leurs activités sur ce domaine organisent ça de manière gratuite? Parce que dans les comptes rendus financiers, monsieur le préfet, j'ai rien vu. Il y a un déficit de 76 millions qui doit provenir de quelque part. Ne recevant plus de subventions de l'État, le directeur général du MAT Génie a appelé le chef de l'agence commerciale du littoral et tout le personnel sur la nouvelle vision de performance de cette entreprise. Son nom est clair, le parc national du matériel de génie civil. Toutes les institutions de l'État devraient pouvoir venir au MAT Génie et trouver le matériel de génie civil dont elles ont besoin pour avancer. Nous avons donc ce devoir de rester l'outil de développement que l'État a créé en 1967 pour assurer le développement de ces infrastructures. Et pour optimiser ses performances et recettes, le MAT Génie mise désormais sur de nouvelles niches d'opportunités, à l'instar des prestations aux collectivités territoriales décentralisées et la conquête des marchés de BTP au Cameroun et à l'étranger. Les premières conséquences de la fermeture de la polyclinique Marie-O viennent de se faire ressentir. Selon des sources médicales, un patient de cette polyclinique, interné depuis plusieurs semaines et transféré ce midi à l'hôpital La Quintini, serait décédé. Selon des sources médicales, l'information n'a pas été encore confirmée officiellement. Monsieur Mabingo, patient de la polyclinique Marie-O, interné depuis plusieurs semaines, transféré
Ce jour, lors de la pause décelée sur cette polyclinique, a été transféré à l'hôpital La Quintini de Douala. Et aux dernières nouvelles de sources médicales, il serait décédé, information qui n'a pas encore été confirmée officiellement. Et concernant le point sur la situation sanitaire au Cameroun, la situation épidémiologique de ce jour fait état de 151 nouveaux cas positifs, dont 4 cas au sud-ouest, 6 au nord-ouest, 28 dans le littoral, 33 à l'est, 80 dans le centre. Il s'agit des cas positifs du Covid-19, un nouveau décès enregistré selon le bilan officiel, 14 nouvelles guérisons également enregistrées, note le ministère de la Santé publique. Le gouvernement invite les populations à rester vigilantes et de continuer à respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Et selon le ministère de la Santé publique, le gouvernement insiste également sur la gratuité des tests et la gratuité de la prise en charge des patients atteints du Covid-19 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fermeture de la clinique Marie-O, le député Jean-Michel Ninche du Social Democratic Front appelle à la démission du ministre Manaouda. Dans un communiqué, il dénonce la démarche de ce ministre de la Santé publique, estimant que l'ordre des médecins n'a pas été saisi comme il est prévu dans le cadre de cette corporation. Il évoque également cette confusion que fait le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique, dans un tweet, a cité une facture de près de 6 millions de francs CFA d'un patient. Et selon l'enquête menée par le député Jean-Michel Ninche, cette facture ne concerne en rien un patient atteint du Covid-19. Elle n'a pas été reconnue par le promoteur de la polyclinique Marie-O. Le député s'insurge contre le fait que ce soit des dizaines d'emplois qui ainsi viennent d'être détruits au moment où l'offre hospitalière est déficitaire au Cameroun. Il interpelle le gouvernement sur cette démarche qu'il juge cavalière de la part du ministre de la Santé publique, invoquant les risques qu'il fait courir à ces nombreux patients internés au préalable dans cette formation sanitaire privée. Appel à la générosité publique lancé par l'initiative Survie Cameroun. L'enquête est ouverte. Et c'est le trésorier du MRC qui a été entendu dans le cadre de cette enquête, Alain Foguet, qui a été auditionné pendant des heures. Il en est ressorti libre. Se sont félicités ainsi ses différents avocats qui notent les points et les charges qui pèsent sur lui. Il parle parle par exemple de tentatives de blanchiment d'argent, escroquerie du peuple camerounais avec une collecte illicite des fonds et également financement d'une résistance aux institutions de la République. Selon l'un des avocats d'Alain Foguet, ce sont des points qui n'existeraient pas dans le code pénal. Ils attendent de voir comment l'information judiciaire va évoluer dans le cadre de cette affaire. Voilà, on va reprendre calmement, Cédric Yondi. Suspicion de blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie, financement de la résistance contre les institutions de la République, collecte illicite des fonds. Ce sont ces points qui ont été présentés par les avocats du trésorier national du MRC, estimant que c'est ces points sur lesquels s'appuient les enquêteurs pour pour ouvrir cette information judiciaire et pour enquêter sur l'affaire Survie Cameroun. Et ils ont tenu à préciser, les avocats, que l'initiative qui est en cours d'implémentation n'a commis aucun crime jusqu'à cette heure. Après Alain Foguet aujourd'hui, demain... Il y a Christian Pendaïkoka qui lui aussi est attendu demain, vendredi, à la police judiciaire à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain.